Actualité en Afrique. Nous sommes de retour pour la seconde partie de 100% Bénin de ce jeudi avec Kodovi Ametonou qui nous fera scruter la une des quotidiens béninois parus ce matin à Cotonou. Deuxième passage des canards dans cette émission Kodovi Ametonou, on le fera avec vous. Oui, merci. Et on retrouve effectivement ces quotidiens que nous avons eu le temps de scruter tout à l'heure, mais avec quelques apports. Alors, on démarre avec le quotidien Coup d'œil qui met en manchette autocritique de Lionel Zinsou après sa débâcle électorale. J'ai eu du mal à faire admettre que j'étais un homme nouveau. Et puis après la présidentielle de 2016, les leaders politiques se repositionnent. Le quotidien La Boussole. 3 jours seulement après le second tour, le PRD abandonne Lionel Zinsou pour Patrice Talon. Lionel Zinsou sur l'émission Invité d'Afrique de Christophe Boisbouvier sur RFI. Un président n'est pas élu par son prédécesseur. Quotidien La Guérite, dernier scandale du régime Yahi. Des ministères sans mobilier ralliement au président Patrice Talon bientôt. Les messes d'action de grâce et de remerciement. C'est une interrogation à la une du quotidien La Guérite. Quotidien La Nouvelle Tribune, après son échec à la présidentielle, Lionel Zinsou prend rendez-vous pour 2021. Lire l'intégralité de son interview. Et puis résultat de la présidentielle de 2016, la RB félicite Talon pour sa brillante élection. La tribune de la capitale. Élection de l'homme d'affaires Patrice Talon pour succéder à l'économiste Boni Yahi. Une seconde claque administrée à la classe politique béninoise et puis gouvernance pour un nouveau départ. Rien n'arrivera à Boni Yahi parce qu'il est Boni Yahi, d'ici Maître Joseph Djogbenou. L'affiche du jour pour l'accélération des réformes constitutionnelles et socio-économiques du Bénin. Le PRD et le président Talon doivent se donner la main. Et puis, bonne nouvelle pour le football béninois. Les écureuils gagnent le Soudan du Sud en présence du président de la Fédération internationale de football. Association quotidien L'Audace Info. À quelques jours de la fin de son mandat, Yahi Boni de moins en moins en sécurité. Quotidien Le Potentiel fronde contre la candidature et l'élection de Patrice Talon. Martin Rodriguez et Bertin Kouvi désillusionnés. Les déballages de l'un et même les pleurs de l'autre n'ont pu empêcher la victoire de l'homme de la rupture. Et puis incendie à l'usine Sodeco de Boycon. 150 tonnes de coton parties en fumée. Le télégramme. Ralliement du PRD à Patrice Talon. Les raisons qui motivent le choix du parti du renouveau démocratique. Lutte contre le trafic de drogue. 2 trafiquants arrêtés avec 89 kg de drogue. Ça se passe bien sûr à Cotonou, au Bénin. L'investigateur du jour, disponibilité du parti Arc-en-Ciel à accompagner la coalition de la rupture. Le PRD n'a jamais trahi Lionel Zinsou. Et puis, présidence de la CEDEAO, c'est bien sûr la commission de la CEDEAO. Jean-Pierre Ezi, dribblé par Boni Yahi. Nord-Sud quotidien, nouveau départ, les raisons du soutien du PRD à Patrice Talon et puis nouvelle expression pour terminer. Éventuelle nomination de Boni Yahi à l'ONU. Albert Tevoidre donne son avis défavorable à Ban Ki-moon. Et puis à l'issue de l'élection présidentielle de 2016, vers la fin de l'hégémonie du Parti du Renouveau démocratique dans l'UEB. Merci Kodovi Ametonou, on se donne rendez-vous demain pour le même exercice. Je crois bien et par la grâce de Dieu. Tout à fait. Cette émission se poursuit et nous allons à présent ouvrir le dossier du jour, un plateau 100% société civile qui nous permettra d'aborder le rôle crucial joué par ces acteurs dans le bon déroulement du scrutin. Une occasion pour également tirer des leçons d'un processus électoral à multiples facettes. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures
La politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur SICA, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur SICA, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Annoncé comme une élection de toutes les incertitudes avec son lot de couacs, de violations du code électoral et de tensions, la présidentielle béninoise de 2016 s'est soldée à l'arrivée par un succès. Mais quelles leçons pouvons-nous tirer de ce processus électoral et quelle a été la part de la société civile dans le succès de ce scrutin? Nous allons aborder les questions avec deux acteurs de la plateforme électorale des organisations de la société civile, Julien Oussou, coordonnateur de WANEP Bénin, et Gustave Assa, coordonnateur du réseau Social Watch Bénin. Bonjour à vous et merci d'être sur ce plateau. Et merci pour votre invitation à SICA TV. Alors, dans le cadre des élections, les organisations de la société civile du Bénin ont décidé de se mettre ensemble, ce qui a fait la plateforme électorale des organisations de la société civile que beaucoup n'ont pas su connaître en son temps. Monsieur Gustave Assa, est-ce que vous voulez nous parler un peu de cette plateforme qui a beaucoup fait en cette période électorale? Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité. La plateforme électorale des OSC du Bénin, initiée par l'ONG WANEP, dont le coordonnateur ici, la présidente Mme Fatoumata Zossou. Cette ONG a mis ensemble d'autres grandes ONG, Alcrest, Social Watch, Rifonga, PASSIB, SOS Civisme, REFPACO et autres organisations de la société civile qui n'étaient pas des moindres non plus, qui étaient dans le domaine de la gouvernance, pour mettre en place un dispositif qu'on appelle effectivement la chambre de situation. Cette chambre de situation a été une opportunité, un dispositif de veille citoyenne qui permet donc de faire le suivi des élections dans notre pays avec un dispositif tout particulier qu'on a donc mis en place à l'hôtel Marina Hotel et qui doit être un dispositif qui nous permette donc d'avoir trois volets essentiels. Le plus grand volet, c'est le volet qui permet d'avoir un plateau technique. Le plateau technique est un dispositif informatique qui reçoive, n'est-ce pas, des informations de la base des organisateurs qui sont sur le terrain, j'allais dire donc les observateurs qui sont formés pour envoyer des SMS au niveau de ce plateau technique. On va revenir plus en détail au niveau de cette salle installée au niveau de Bénin Marina Hotel. Oui. Alors, nous avons tous suivi ce processus électoral avec les couacs que cela a pu montrer, indisponibilité de cartes d'électeurs, des propos très peu orthodoxes durant la campagne électorale, violation du code électoral à volo. Monsieur Julien Oussou, vous êtes sur ce plateau. Aujourd'hui, ce scrutin qui était annoncé de toutes les incertitudes s'est soldé par un succès. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce processus électoral? Le Bénin, une fois encore, s'en sort gagnant. Merci pour la question. Disons que j'irai de deux manières. D'abord, dans un premier temps, nous devons tirer la leçon que même avant, sinon que très avant les scrutins, nous avons besoin de regarder de très près tout ce qui se passe autour du processus. Pour ma part, je pense que les problèmes que nous avons eus au niveau de la carte d'électeur, il faut remonter déjà, disons, à la procédure de passation du marché, disons, de confection des cartes d'électeurs. Et ça nous a échappé. Au point où, quand l'opérateur, que jusque-là nous ne connaissons pas, parce qu'il n'y a pas de communication autour de qui est-ce qui a pris ce marché, comment ça s'est passé. Et donc, nous avons été informés à la dernière minute quand le jeu était totalement difficile à boucler. Mais aussi, il faut reconnaître que, en prenant ça, ce qui peut s'ajouter aussi comme leçon que nous pouvons tirer, parce que ça, des défis qu'il faut relever pour les fois à venir, c'est cet environnement de violation vraiment du code électoral. Et il faut dire que c'est l'impunité qui a accompagné, malgré le fait que le code est prévu en son article 140
que des violations devaient être considérées comme des flagrants délits et être sanctionnées automatiquement. Nous n'avons pas eu, disons, de réaction pour pouvoir sanctionner et permettre de réorienter autrement le processus. Et donc, on a assisté à un environnement de violation en violation. Mais dans un angle positif, il faut tirer la leçon que c'est déjà là les premiers avantages, sinon les retombées du code électoral, sinon des réformes qui ont eu lieu après l'élection de 2011. C'est-à-dire que les centres de vote qui sont fixés, le code électoral qui a été adopté, une Sénat permanente, donc d'effectifs réduits, c'est déjà les premiers résultats qui, déjà en regardant, on se rend compte que tout ça nous a permis d'échapper, disons, aux incertitudes, d'échapper aux risques qu'on a pu courir. Mais aussi le peuple béninois et tout ce qui a été fait pour le sensibiliser, pour l'amener à aborder ce scrutin malgré les incertitudes, disons, d'un bon côté, d'un bon œil. Et donc au finish, on s'est rendu compte, le jour du scrutin, que malgré les difficultés, le peuple avait compris les enjeux, avait compris les messages et avait joué sa partition pour éviter que ces menaces ne se concrétisent et qu'on se retrouve dans des situations ingérables. Il faut aussi féliciter, qu'on le veuille ou non, les candidats. Vous voyez, c'est la leçon. Et voir qu'est-ce qui a pu contribuer à cela et comment faire pour que, pour les élections à venir, nous ayons au moins ces réactions positives. Au premier tour, le candidat en troisième position a très vite fait de reconnaître les tendances. Au second tour, le candidat, disons, malheureux, a très vite fait de reconnaître. Et donc tout ça participe, disons, de l'apaisement de la situation. Et il faut trouver dedans que l'information, l'ouverture de l'information autour du processus a sûrement contribué à ça. Mais il faut rechercher les autres éléments qui y ont contribué et pouvoir les fidéliser ou les introduire chaque fois qu'il le faut dans nos processus électoraux pour espérer aboutir, disons, à une ambiance de fin de processus aussi relaxe et aussi apaisant. Monsieur Gustave Assa, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce processus électoral? À mon avis, je crois que mon collègue a mis l'accent sur ça. Je pense qu'il a fait une analyse qui part des intrants, déjà. La liste électorale, les cartes d'électeurs, ensuite ce qui a flotté à ces différents niveaux, on a vu comment on a pu les surpasser, et les réactions des uns et des autres, c'est-à-dire les acteurs maintenant. Il faut aussi aller vers les organes en charge de l'organisation des élections, notamment la Sénat, qui a joué une très bonne partition cette fois-ci parce que on s'était plaint de la mise en place d'agents électoraux très peu formés, mal formés ou bien n'étaient pas du tout au point par rapport à des informations.